Bonjour Monsieur Freisinger. Bonjour. Merci de nous accueillir chez vous. C'est un plaisir. Dans ce jardin d'hiver qui a flambé il y a une dizaine d'années, il y avait eu un attentat criminel, donc tout ça qui a cramé, la cuisine tout foutue, la façade, 3 mètres du toit, donc 100 000 francs de dégâts. Les gentils tolérants. Laisse des traces. Nous connaissons. Mais nous avons reconstruit, comme dans la chanson, le chalet plus beau qu'avant. Alors je me permets d'entrer en matière avec cette première question. Certaines personnes soutiennent tout d'abord que la zizanie créée par la migration en Europe bénéficie aux États-Unis et qu'elle sera même provoquée par ceci, en tout cas qu'elle sera soutenue, cette immigration de masse que nous connaissons actuellement. Qu'en pensez-vous? Moi je pense que c'est tout à fait crédible, parce qu'ils ont un intérêt à affaiblir l'Union européenne. Les Américains ne connaissent qu'une seule politique, c'est celle qui favorise leur État, on peut parler d'un empire, hein. Et tout ce qui affaiblit évidemment les autres les renforce. Ils sont habitués maintenant à cette hégémonie qu'ils ont par leur pouvoir militaire, ils sont surendettés, ils se rendent bien compte que cette domination, s'ils n'y prennent pas garde, elle pourrait être remise en question. Par quoi pourrait-elle remise en question? Par une Union européenne forte, fédéraliste à mes yeux, donc il faudrait que le système de l'Union européenne s'effondre et puis qu'on instaure quelque chose de fédéraliste, avec des États-nations qui collaborent un peu dans le même sens où les cantons suisses collaborent pour créer une confédération. Et ce qu'ils craignent par-dessus tout, c'est l'union entre les Allemands et les Russes. Donc ils sont en train, toute l'histoire de l'Ukraine, toute la politique de la Pologne, cette barrière qu'ils créent en Europe de l'Est, en propageant aussi la peur du russe, sert justement à éloigner, à séparer l'Allemagne de la Russie pour éviter cet accord. Parce que si les Allemands, avec leur capacité technologique et autres, et leur force, franchement, l'industrie... et les matières premières russes. Et les matières premières russes se mettent ensemble, là, alors, je peux vous dire que les anglo-saxons ont une sacrée concurrence. Un autre élément, justement, pour revenir maintenant à la question des immigrés, c'est vrai que d'affaiblir l'Union européenne, le meilleur moyen, c'est d'en créer une société qui devient ingérable, chaotique. On sait, et je le sais par des sources qui étaient directement sur place, quand ils arrivent, par exemple, de la Macédoine en Serbie, ils ont tous un portable, ils sont tous très bien habillés, soignés, en ordre, ils ont des cartes de crédit. Et dans la dernière ville frontière avant la Hongrie, par moment, les bancomates sont complètement vides. Donc, mais qui donne ces cartes de crédit à ces gens? Donc on nous vend ces requérants comme étant des pauvres qui fuient la misère et tout ce qu'on veut. Mais alors, c'est quand même étonnant. Moi, c'est pas le souvenir que j'ai de ce genre de mouvement de masse, où ils ont des cartes de crédit, ils ont des moyens, ils ont des réseaux, Ce ne sont que des hommes jeunes. Et oui, et puis leur transport est organisé par minivan, de manière ciblée, systématique. Et ce que vient de faire Merkel en ouvrant complètement les portes, je trouve ça alors justement de... Je rebondis là-dessus. Que pensez-vous de l'attitude de Merkel qui souhaite sanctionner les pays d'Europe centrale et de l'Est parce qu'ils n'accueillent pas assez d'immigrés? Oui, d'un côté elle fait ça, mais d'un autre côté elle a mis hors concours Dublin, donc les gens n'ont plus, si on veut, de pays de premier accueil. Donc elle crée un énorme afflux sur l'Allemagne. On parle maintenant de 800 000 qu'elle attend cette année, mais elle veut faire ça combien de temps? Donc il y a un moment, la société civile va se révolter. Ce que je me suis toujours posé comme question, c'est par quel biais qui m'est inconnu, les Américains Merkel tiennent l'Allemagne. Il doit y avoir soit des accords secrets, soit quelque chose qui fait que les Allemands sont totalement à la botte des Anglo-Saxons, au contraire de leurs intérêts, qui sont très très clairement de s'allier avec les Russes qui font partie de l'Europe. Le futur de l'Eurasie se fera avec les Russes et non pas contre les Russes. J'en suis convaincu, je t'ai fait une conférence à Berlin sur ce sujet, et je ne suis pas le seul penseur au niveau européen à avoir cette vision des choses. Mais je ne comprends pas Merkel. Schröder, lui, a mieux compris. Peut-être que Merkel est aussi liée au patronat allemand qui a appelé à une immigration massive. Parce que l'intérêt du patronat, c'est de mettre en concurrence le marché local, en fait, de main-d'œuvre locale. Donc vous confirmez ce que je dis, je le dis quasiment depuis que j'ai commencé la politique au niveau national.
que la libre circulation, voire toute la politique migratoire, ne fait que détruire les classes moyennes et créer un prolétariat bon marché pour les multinationales, les grandes entreprises. Et on le constate. Les patrons privatisent les gains et socialisent un peu les pertes. Dès que ces gens sont au chômage, dès qu'il faut les prendre à la charge, c'est à la charge de l'État. Je sais de quoi je parle puisque je suis conseiller d'État, je vois ce qui se passe. Et par contre, les bénéfices, ça reste toujours joliment du côté des grandes entreprises. Et en plus, ça leur fait des consommateurs. Exactement. Car que l'immigré soit au social ou qu'il travaille, disons, chez Volkswagen, il va s'acheter un portable, va consommer... C'est en plus des consommateurs. C'est pour cette raison que je suis un grand défenseur des PME, des petites, et surtout des très petites entreprises, même s'il n'y a que quelques personnes. Dès qu'elles commencent à avoir un certain volume, elles sont socialement moins responsables. Plus elles sont axées sur l'exportation, moins elles sont aussi responsables. Mais les petites entreprises, bien ancrées dans le tissu social, forcément elles vont être responsables, puisque si mon voisin se porte bien, moi je me porte bien, si mon ouvrier a un bon salaire, etc., j'augmente la sécurité. Donc tout se tient, parce qu'il ne peut pas aussi délocaliser, par exemple. Alors que les tout gros, ils délocalisent, ils bougent comme ils veulent. Ils n'ont pas d'ancrage et donc pas de responsabilisation par rapport à un État. Et c'est là où on a un gros problème, c'est cette dichotomie-là entre des États qui, eux, sont liés à un territoire, où ils doivent faire régner la justice, la paix, la paix sociale et autres, et la sécurité, et des entreprises qui, elles, jouent à saute-mouton et n'ont aucune responsabilité et qu'on n'arrive pas à saisir, et qui dictent finalement énormément la politique. Quand on voit que les anglo-saxons parviennent à occuper des gouvernements, des postes de Premier ministre de certains pays européens par des anciens employés de Goldman Sachs, comme ils ont fait en Afghanistan et ailleurs, je veux dire, même Sarkozy c'est un homme des anglo-saxons. Pour moi, c'est affligeant. C'est affligeant l'emprise qu'ont ces gens sur l'Europe, avec évidemment le porte-avions qu'est la Grande-Bretagne. Il va falloir qu'on coupe ce cordon ombilical et qu'on arrête de croire que l'ennemi est à l'est et que l'ami est à l'ouest. Nous, en Suisse, en tous les cas, depuis 1992, l'empire qui nous a causé le plus d'ennuis, ce sont clairement les États-Unis. On ne peut vraiment pas dire qu'ils ont été amicaux envers nous, au contraire. Par contre, les Russes, excusez-moi, mais je ne peux pas m'en plaindre du tout. Il n'y a jamais eu le moindre conflit, le moindre problème. Donc vous pensez que la Suisse devrait arrêter de suivre en fait l'empire atlantiste? Absolument. Absolument, d'ailleurs, j'ai fait une pétition, j'ai même fait une lettre ouverte au gouvernement, ensuite je suis interné au Parlement pour demander, par exemple, là j'ai déposé une motion lors de la dernière session pour demander qu'on ouvre immédiatement des négociations d'un accord de libre-échange avec la Russie. Mais on a tout intérêt, c'est un marché énorme à prendre, il y a un win-win, mais absolument flagrant, et on se désengage de ce marché américain qui pour moi est un marché pourri. Alors que selon certains, les échanges commerciaux entre les États-Unis et la Russie n'ont pas baissé. Non, mais c'est d'une hypocrisie totale. Les Américains sont d'une hypocrisie à ce niveau-là. Quand ils prétendent intervenir contre Bachir el-Assad, contre je ne sais qui, au nom des droits de l'homme, et qu'ils font copain avec l'Arabie Saoudite, j'ai quand même un léger problème de compréhension. Parce qu'alors, s'il y a un pays qui bafoue les droits de l'homme, alors d'une manière absolument flagrante, c'est bien l'Arabie Saoudite. Mais là, non, parce que là, il y a un intérêt, c'est l'accord de 73 sur le pétrole, le dollar lié au pétrole, et c'est ainsi que les États-Unis, depuis maintenant plusieurs décennies, tiennent le monde à leur botte. C'est un peu la gestion du chaos. Absolument. Et le chaos est la phase intermédiaire pour installer quelque chose d'autre. Moi, j'ai vraiment l'impression que tout ça est voulu parce qu'un politicien normalement constitué, qui est encore libre de ses mouvements, ne peut pas souhaiter l'évolution de la politique actuelle, soit au niveau de la migration, soit au niveau aussi des finances. Quand on pense que la France actuellement, elle emprunte pour payer le service de sa dette. Mais combien de temps est-ce qu'on peut encore jouer ce jeu-là? C'est le jeu de l'avion. Ouais. Et à ce que je sache, l'avion il finit toujours par s'écraser. Puis après, il y a beaucoup de perdants et il y a peu de gagnants. Alors, revenons un peu sur la Suisse. L'UDC a soulevé une problématique par rapport aux requérants d'asile érythréens. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Ça, c'est quand même le sommet donc, où vous avez un président prétendument dictatorial, mais non, il est sûrement, qui favorise l'émigration sous condition que ces gens, lorsqu'ils touchent l'assistance sociale dans le pays où ils vont,
puisqu'ils sont très peu intégrables, mais ils touchent toujours environ un certain montant, payent un certain pourcentage comme impôt vers le pays d'origine. Et quand on voit ensuite qu'énormément de ces gens-là, et pas seulement de ce pays-là, repartent passer leurs vacances à nos frais dans le pays où soi-disant ils sont menacés de mort, je me dis que franchement il faut être profondément idiot pour accepter ça. Donc, mais jusqu'à quel point est-ce que on peut jouer ce jeu de dupe? Et on nous bassine dans les journaux toujours les mêmes théories politiquement correctes. Ces pauvres réfugiés, on va trouver quelque part encore un pauvre enfant, une famille à filmer. Mon Dieu, alors qu'on sait très bien ce qui nous vient, c'est principalement des jeunes hommes entre 18 et 25 ans. 90% sont à l'aide sociale. Ah, alors là, dans les banlieues, en tout cas, je sais, Gerd Wilders m'avait dit que la population, en tout cas, immigrée dans les ghettos de Hollande, c'est à 70% à l'assistance sociale. Je crois que dans les banlieues françaises, c'est à peu près le pourcentage. En Suisse, 90% des Érythréens sont à l'aide sociale. Les Érythréens particulièrement, oui, parce qu'alors eux, c'est vraiment manque de formation. Difficile à intégrer. Ouais. Mais après, ce discours, c'est un peu, je pense que c'est un peu difficile à vivre pour un Érythréen qui bosse, qui a son restaurant. Ouais. Mais c'est pas ça que vous visez. C'est pour ça que le politique ne peut pas s'occuper des cas par cas, en fait. Attendez, on fait pas du cas par cas, on fait du... Vous savez, j'ai été éduqué par mon père de cette manière, d'une manière extrêmement humaniste. L'être humain est toujours digne de respect, quel qu'il soit. Voilà. On ne doit jamais rejeter quelqu'un pour ce qu'il est. Moi, je m'en fous, les gens ont le droit, c'est même leur dignité profonde d'être ce qu'ils sont. Vous avez vos racines, vous avez les vôtres, j'ai les miennes. Tout le monde a ses racines. Mais il y a une condition pour que ce vivre ensemble puisse fonctionner, c'est que j'accepte d'abord mes racines à moi, je connaisse mes racines, pour arriver à imaginer que vous en ayez qui vous sont propres et qui sont différentes des miennes, et puis pouvoir trouver cette richesse, cet échange et cette différence enrichissante. Mais si on doit accepter tout le monde pour ce qu'il est, on n'a quand même pas à accepter tout ce qu'il fait. Parce que mes enfants, je les ai éduqués à un certain moment quand même, et plutôt bien, et il semblerait qu'ils tournent bien. Il y a quand même un moment, tout l'amour que je leur porte implique aussi qu'ils ont été punis parfois parce qu'ils avaient un comportement qui n'était tout simplement pas acceptable. Et c'est exactement la même chose comme dans le domaine de l'immigration. Vous ne pouvez pas tolérer cette importation, par exemple, de criminalité qu'on a. Je vois tous ces braquages qu'on a par ici, quand ils apparaissent, ces gens, ils traversent la frontière, souvent c'est de l'extérieur qui viennent, ça vient de la banlieue de Lyon, ça vient de Marseille, etc. Mais est-ce qu'on a à tolérer ça? Est-ce qu'on ne serait pas tenté de jeter le bébé avec l'eau du bain et puis d'abolir le droit d'asile? C'est un peu provocateur. Non, le droit d'asile, c'est pas un droit, c'est vraiment quelque chose qui est accordé. Moi, je ne pense pas qu'une personne dit j'ai droit, elle n'a pas droit. C'est nous qui, par humanité, ils invoquent le droit d'asile. Ils invoquent ce droit d'asile. Alors, de protéger ceux qui sont réellement menacés, mais il y en a combien? C'est bien. Mais ils sont très peu, au niveau du pourcentage. On nous invoque maintenant ceux qu'on ne peut pas renvoyer, ceux à qui on donne un permis provisoire comme étant des gens qui auraient droit à l'asile. Mais dans la réalité des faits, si on prend vraiment l'interprétation de manière étroite, pour la plus proche du terme, le pourcentage des vrais requérants, disons des vrais réfugiés, il est infime. La plupart, c'est vrai. Alors on nous dit, oui, mais même le réfugié économique, etc., il faut... Ah oui, bon alors à ce moment-là, ou bien celui qui vient d'un pays qui est dirigé de manière autocratique ou dictatoriale, ouais, alors ça vous fait déjà 2,5 milliards que vous pouvez accueillir. Non mais, je veux dire, le problème c'est que, il y a une phrase dans la Bible qui dit « Médecin, sauve-toi toi-même », Arzt heile dich selber en allemand. Il faut d'abord essayer de se sauver soi-même avant de pouvoir éventuellement sauver les autres. Si vous détruisez le système sain, le membre sain, en pensant sauver le corps malade, il ne vous reste plus rien du tout. Donc il faut quand même maintenir, on a ici réussi à construire quelque chose qui tient la route, il ne faudrait pas le menacer en ouvrant les portes de manière inconsidérée, et on arrive finalement à la situation qu'on connaît actuellement en France. Moi je parle avec des responsables de la police française, vous avez environ 1500 maintenant cités de non-droit, des ghettos, où clairement, c'est pas de non-droit, parce que souvent, il faut reconnaître quand même que c'est quelque part l'islam qui a établi ces pénates,
Mais les policiers n'y posent plus les pieds. S'ils vont pour y faire quelque chose, parce qu'ils doivent peut-être sauver une vie, etc., ils doivent être accompagnés quasiment par l'armée. Donc, moi, je ne peux pas concevoir que c'est ça le vivre ensemble, que c'est ça une société harmonieuse. De retrouver ce qu'on trouve en Afrique du Sud. Il y avait l'apartheid, il y avait les ghettos des riches blancs, puis les ghettos des noirs qui étaient pauvres. Bon, ben, ils ont aboli l'apartheid, maintenant il y a toujours les ghettos des blancs qui sont riches, maintenant il y a des ghettos des riches noirs, et puis le reste sont toujours dans leur ghetto de pauvres. Ils n'ont rien résolu fondamentalement. C'est toujours des ghettos, c'est toujours pas un vivre ensemble, c'est toujours une forme d'apartheid, simplement plutôt maintenant par classe sociale, moins par race. Vous prenez les États-Unis, c'est une société extrêmement multiculturelle, c'est la société la plus violente au monde, une des sociétés les plus On violentes. n'a pas envie de ressembler aux États-Unis. Je pense que c'est une très belle conclusion. Ouais. Voilà un peu On vous remercie beaucoup en tout cas. Merci. Prenez à prendre un autre.